Alexis Levrier, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté d'apporter votre contribution à cette journée d'études, à ce colloque du Club de la Presse consacré aux ordonnances de 1944. Vous êtes historien du journalisme et vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les rapports entre la presse et le pouvoir. Je cite notamment le Contact et Distance, le journalisme au risque de la connivence. C'était en 2016, et puis plus récemment en 2021, Jupiter et Mercure. Pas la peine de faire, pour l'instant en tout cas, de commentaires sur ce que veut dire Jupiter, sur ce que veut dire Mercure. Sous-titre, le pouvoir présidentiel face à la presse. Alors, vous allez nous parler de la presse telle qu'elle existe aujourd'hui, avec toutes les dérives, tous les reproches que l'on peut faire et tout ce que l'on entend actuellement. Mais d'abord, les ordonnances, ces fameuses ordonnances de 1944. 80 ans après, que faut-il en penser? Qu'en pensez-vous? Que reste-t-il de l'esprit de la libération, de l'esprit du programme des jours heureux qui avait inspiré ces ordonnances? Je rappelle simplement, très vite, il y avait l'ordonnance du 6 mai 44. Donc, c'était avant le débarquement de Normandie. Cette ordonnance-là, elle réaffirme la liberté de la presse et restaure la loi sur la liberté de la presse de 1881. Deuxième ordonnance, celle du 26 août. Celle-là veut sanctuariser la presse vis-à-vis des pouvoirs financiers et de l'influence de l'État. Nous sommes en plein là dans le sujet de tout à l'heure. Elle veut assurer l'indépendance et la transparence des journaux. Et puis, l'ordonnance du 30 septembre décrète, elle, la dissolution des titres qui sont parus sous l'occupation. Nous avons d'ailleurs, je crois, derrière nous, si on les voit, certains d'entre eux sont concernés. Alors, voilà, ma question, je vous la posais tout à l'heure, 80 ans après, qu'en reste-t-il? Qu'en a-t-on fait? Il reste un idéal. C'était l'esprit de ces ordonnances, c'était de traduire l'attachement à une presse restaurée dans son honneur, sa dignité, son indépendance, d'où la volonté de revenir aux origines, à la loi de 1881. Et pour cela, elle a été précieuse, de rappeler que la presse, ça n'est pas juste la collaboration, ça n'est pas juste la soumission à une idéologie destructrice. Donc cet esprit-là, il faut le rappeler toujours, et un idéal, c'est quelque chose vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint jamais tout à fait. Donc je crois qu'il faut rappeler que c'était un idéal pour le reste, notamment pour ce qui est... alors le retour à la loi de 1881, ça c'est un fait, la loi de 1881, dont on a fêté les 140 ans il y a peu de temps, il y a 3 ans, elle est toujours un des socles de la République, et quelque part on a mis fin à la parenthèse qu'avait été la collaboration. Et ça c'est très important. On en dira un mot tout à l'heure d'ailleurs. Oui, et de même qui est très important le fait d'avoir mis fin à tous ces journaux. Il y a près de 90% des titres qui avaient continué à apparaître ou qui étaient nés, qui étaient des journaux de collaboration, qui étaient directement soumis à l'autorité de Vichy et plus encore aux autorités nazies. Alors c'est le cas de Paris Soir, c'était le cas du Matin, voilà. Donc des journaux qui souvent avaient une histoire glorieuse mais qui se sont gravement compromis dans la collaboration. Et la volonté de ces ordonnances, c'est d'abord de mettre fin à cette période-là. Et donc c'est une sorte d'année zéro, 1944. C'est pour ça que c'est l'année des ordonnances, mais c'est aussi l'année où la plupart des grands journaux français vont fêter leurs 80 ans. Oui, donc voilà, il faut rappeler ça. C'est une année zéro et c'est en même temps un retour à la loi de 1881. Pour le reste, il y a des idéaux, comme je le disais, vers lesquels on tend et qu'on n'atteint jamais. Et malheureusement, on peut considérer qu'on s'en est éloigné parce que l'idée d'une indépendance vis-à-vis des puissances d'argent, qui est fondamentale dans le programme du Conseil national de la résistance et dans ces ordonnances, on voit bien que la reprise de la concentration a été très rapide et que nous vivons aujourd'hui une période, on en parlera certainement, où la concentration des médias n'a jamais été aussi forte. Donc ça, malheureusement, on s'en est éloigné. Et de même que l'indépendance à l'égard de l'État, elle n'a jamais été totale. Et la Ve République a été marquée et continue à l'être par une tentation de la mainmise de l'État sur la presse. Alors, on n'est jamais revenu à ce qu'on a connu précisément sous la collaboration, heureusement, et même dans les années 30. République. Oui, bien sûr. Oui. Justement, dans votre livre que je citais tout à l'heure, Jupiter et Mercure,
donc qui est consacré au pouvoir présidentiel face à la presse, vous expliquez que lorsque Emmanuel Macron, au début de son premier quinquennat, il voulait faire les choses autrement. Il voulait être un petit peu un homme nouveau, et vous dites, c'est le contraire qui s'est passé finalement. Il renoue avec des pratiques anciennes, mais vous allez plus loin encore. Vous venez un peu de l'évoquer. C'est un peu un marqueur de la Ve République, puisque de Gaulle à Emmanuel Macron, avec peut-être une toute petite exception, mais il va y avoir des bémols avec François Hollande, il y a toujours cette tentative de mise au pas. On peut parler de mise au pas, ou de tentative. Alors, François Hollande était vraiment attaché à la liberté de la presse, et il aimait la presse, et je crois que c'est un président commentateur. Il a été journaliste dans les années 80, et je crois qu'il a gardé cette âme de journaliste, ce qu'il a perdu en partie, puisqu'il a trop parlé à la presse, et que ça s'est retourné contre lui, ce qui est logique d'ailleurs. La presse, elle n'a pas vocation à accompagner les pas d'un président en étant simplement là pour recueillir ses confidences. Elle doit produire... Le président n'aurait pas dû dire ça. Voilà, exactement. Oui. Et le titre du livre de David et l'homme raconte tout. Donc il l'a regretté lui-même, et en même temps, il est resté très attaché à la liberté de la presse. Mais même lui, si on regarde ce qui s'est passé après Closer, vous vous rappelez, en janvier 2014, cette une où on voit un François Hollande casqué qui sort de l'appartement de Julie Gaillet. Il n'a pas fait de procès, il n'a pas mis fin à l'apparition de ce journal, mais quelques mois plus tard, pour une autre histoire, mais évidemment personne n'a été vraiment trompé, on a décidé que la presse people, ce qu'on appelle la presse de divertissement, allait perdre l'aide postale, en tout cas une partie de l'aide postale qui est la plus ancienne et la plus importante des aides à la presse. Et évidemment, c'était un règlement de compte. On le sait depuis le XVIIIe siècle en Angleterre, quand le pouvoir ne peut plus contrôler directement les journaux, il se sert de l'arme fiscale. C'était le Stamp Act en Angleterre en 1712, qui a été durci plein de fois par la suite, parce que la presse était libre depuis la Révolution glorieuse, mais l'État ne renonçait pas à contrôler les journaux. Et en France, on a eu plein d'épisodes comme ça, le roman feuilleton par exemple au 19e siècle, où l'arme fiscale est utilisée pour trier les bons et les mauvais journaux. Et là, on s'est servi de cela pour faire payer à Closer et à d'autres journaux de People le fait d'avoir critiqué et d'avoir révélé des informations dérangeantes, même si ça n'a jamais été assumé comme tel. Voilà, ça veut dire que même François Hollande, même ce président effectivement respectueux de la presse, n'a pas renoncé à utiliser les instruments énorme dont dispose un président pour trier les bons et les mauvais journaux, pour faire payer à certains titres leur irrévérence. C'est une tentation qui existe depuis les débuts de la Ve République, qui est vieille comme l'histoire. Si on regarde l'histoire de la presse à ses tout débuts, au XVIIe siècle, d'emblée, il y a une double tentation, dans tous les pays, en France notamment, mais pas simplement en France, qui est d'une part de faire disparaître les journaux parce qu'ils sont gênants, ils touchent à la politique, ils touchent aux affaires militaires, aux affaires diplomatiques, tout ce qui intéresse un État. Et l'autre tentation, qui va souvent de pair, c'est de transformer ces journaux en outils de communication. Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas mieux pour communiquer qu'un titre de presse, qu'un journal, qu'une gazette, comme on l'appelait à l'époque. Donc ça traverse toute l'histoire de la presse, mais la Ve République est un régime très vertical, où le pouvoir, et en plus c'est un système incarné, donc il y a cette tentation de se servir de la presse comme outil de communication. C'est intéressant d'ailleurs quand vous parlez de vengeance finalement de François Hollande. Il avait dit qu'il ne porterait pas plainte, ou s'il le faisait, ce serait à titre personnel. Il l'a pas fait, mais je crois que Julie Gaillet l'a fait. Julie Gaillet l'a fait. Alors, toujours dans votre livre, je vois dans le chapitre 6 que vous avez intitulé « 6 décennies d'ingérence présidentielle ». Vous évoquez la loi du 30 juillet 2018, qui a été promulguée en accéléré d'ailleurs. C'est cette loi qui est relative à la protection du secret des affaires. Et puis, toujours la même année, en 2018, Emmanuel Macron avait eu la volonté de lutter contre les fausses informations en période électorale. Ok, les fake news, nous allons y consacrer d'ailleurs dans cette journée du temps. Il faut lutter contre les fake news, il faut prévenir contre les fake news. Mais on parlait tout à l'heure de la loi de 1881. Elle avait déjà pensé à cela. C'est ça, c'est l'article 27 de la loi de 1881. Et je crois que l'erreur qu'a faite Emmanuel Macron, c'est précisément l'incarnation. C'est-à-dire que les grandes conquêtes de la presse, c'est plutôt la Troisième République. C'est-à-dire un moment où la France connaît un régime parlementaire durable et où il n'y a pas cette verticalité du pouvoir, ou en tout cas elle existe un peu moins. Et c'est ce moment où il y a la loi de 1881, mais vous avez les premières chartes, les premiers syndicats, les premières écoles de journalisme et finalement la carte de presse en 1935. On n'a pas fait mieux pour la presse qu'à cette période-là. Parce qu'il n'y a pas cette figure et cette verticalité. Et dès que vous avez
le retour de cette tentation jupitérienne qui traverse toute la Ve République, eh bien, il y a cette volonté de se mêler du fonctionnement des journaux. Et effectivement, Emmanuel Macron avait été victime des fake news, et notamment pendant la campagne présidentielle. On a eu le débat de l'entre-deux tours où Marine Le Pen reprend une fake news qui vient des États-Unis, mais en fait des réseaux poutiniens qui avaient été utilisés au moment de la campagne de 2016 aux États-Unis. Et donc, ce sont les mêmes réseaux qui fabriquent une fake news qui serait que Emmanuel Macron a un compte aux Bahamas. Tout cela est faux, et c'est parce qu'il a le souvenir de cela qu'Emmanuel Macron décide en période électorale d'avoir une loi spécifique contre la manipulation de l'information, contre ce qu'on appelle les fake news. Mais à ce moment-là, la commission d'enrichissement de la langue française invente un mot qui est le mot infox, qui est pas mal d'ailleurs, mais bon, comme on préfère l'anglais, on emploie toujours fake news, et on fait une loi nouvelle. Et c'est ça l'erreur d'Emmanuel Macron. La loi de 1881, et c'est ce que rappellent les ordonnances de 44, c'est un des socles de la République. Quand on revient à un système républicain, un système démocratique, on ranime cette loi. Et il n'y a pas besoin d'inventer des lois autour. Il suffit de l'adapter, c'est ce qu'on a fait depuis. Et lui a eu cette tentation jupitérienne d'incarner, de dire voilà, j'ai été victime de fake news, il y a eu aussi les rumeurs sur son homosexualité qui ont été relayées dans la presse. Tout cela, il voulait y mettre un terme, mais il a fait l'inverse, parce qu'il a donné le sentiment que l'État voulait se mêler de l'information. Et il n'y a pas mieux pour encourager le complotisme que d'avoir cette président... Ça n'a pas empêché les rumeurs sur Madame Macron, sur la Première Dame. Exactement, et on a depuis cette période-là une partie du public qui est convaincue que Emmanuel Macron contrôle les journaux, ce qui est évidemment totalement faux, mais il n'y a pas pire que ce soupçon pour précisément ce contre quoi voulait lutter Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il a commis une erreur, il n'est pas le premier à commettre cette erreur-là, c'est de vouloir incarner une loi qui aurait dû être simplement l'adaptation de la loi de 1881, qui avait déjà un article qui portait sur la lutte contre les fausses nouvelles. C'est ce qu'on appelait, c'est comme ça qu'on appelait les fake news en 1881. Bien évidemment. Autre volonté d'Emmanuel Macron, toujours au début de son quinquennat, de son premier quinquennat, j'entends bien, c'était le regroupement de France Télé, France Télévisions, Radio France, l'INA, France Média Le Monde. Il voulait faire une sorte de BBC à la française. Oui, Nicolas Sarkozy avait eu la même idée. Ouais. Et c'est amusant de voir comment on se sert toujours de l'exemple anglais. Alors déjà, c'est pas du tout les mêmes budgets. La BBC elle fonctionne avec des budgets beaucoup plus importants. Et c'est pour ça qu'elle est respectée. C'est que l'argent donne de l'indépendance. Ce qui n'empêche pas d'être attaqué aussi aujourd'hui, avec aussi des menaces sur son avenir qui existent dans toutes les démocraties aujourd'hui pour l'audiovisuel public. Et on prend cet exemple régulièrement en France de BBC à la française, alors que c'est un autre exemple qu'il faudrait convoquer et qui est beaucoup moins glorieux, c'est celui de l'ORTF. C'est-à-dire que derrière l'idée de l'invention d'une BBC à la française, il y a le spectre d'un retour à l'ORTF. Il faut rappeler dans quelles conditions l'ORTF est apparu. C'est sous le général de Gaulle, il y avait la RTF avant, mais avec cette idée vraiment, c'est ce que Père Fitte raconte, c'est une confidence que lui aurait faite le général, la presse est contre moi, la télévision est à moi. C'est-à-dire que parce qu'on estime que la presse est trop libre, eh bien on invente un outil de communication qui prend le relais de ce qu'avait été justement la presse écrite sous la monarchie ou sous l'Empire. C'est un outil de propagande, mais de communication utilisé par le pouvoir. Et c'est comme ça qu'est conçu l'ORTF, par le général de Gaulle, puis par Georges Pompidou, qui parlera de Voix de la France lors d'une conférence de presse à propos de l'ORTF. Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il arrive, dit justement il faut en finir avec ça, parce que l'ORTF avait conduit par exemple à terre la maladie de Georges Pompidou contre l'évidence. On parlait d'hémorroïdes, de grippe à répétition, c'est tellement ridicule que les Français n'en voulaient plus. Donc Giscard arrive au pouvoir en 1974 avec cette idée qui va supprimer l'ORTF. Ce qu'il fait, il dissout l'ORTF, il donne naissance à 3 chaînes qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui ne sont pas réellement indépendantes du pouvoir. Mais déjà, le fait d'avoir 3 chaînes distinctes les unes des autres permet d'avoir davantage d'autonomie, et c'est plus difficile de contrôler des instances séparées. Sous François Mitterrand, il y a eu de nouvelles chaînes, dont des chaînes privées qui ont été créées. La tentation de contrôle de l'audiovisuel public n'a jamais disparu. Et il faut bien l'avoir en tête, la Ve République est marquée de bout en bout par une tentation de contrôle de ce que l'État peut le plus contrôler. Parce que la presse écrite, c'est évidemment beaucoup plus difficile à contrôler, et tant mieux. Mais l'audiovisuel reste plus facilement contrôlable. Alors, Père Fitte raconte que quand il est arrivé au ministère de l'Information, sur son bureau, il y avait même des boutons de sonnette par lesquels on pouvait contacter les différents responsables. C'est vrai, parce que c'est ce que lui raconte. C'est ce que lui raconte. Alors, après, on a tous entendu parler de ça, bien sûr. Oui. Et donc, moi, j'ai peur qu'on retourne au bouton de sonnette et que derrière,
Parce qu'il y a cette tentation-là. Oui, quand Emmanuel Macron arrive, il a ce projet de BBC à la française, mais ça s'accompagne d'une culpabilisation de l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'il parle de honte de la République devant des responsables. Et ça s'accompagne déjà d'une diminution du budget de Radio France, qui perd 1/10 de son budget cette année-là. Donc, moi, quand il y a d'un côté l'idée, oui, on va la rendre plus libre, et de l'autre, on supprime la redevance, on fait pression sur ses contenus, on dit que c'est la honte de la République, alors que l'audiovisuel public n'a jamais autant donné satisfaction à son public. France Inter est la première matinale de France. Il y a des émissions, c'est assez curieux quand même, qui ont un succès énorme, comme l'émission de Charline Vanhoenacker, qui se retrouve non pas supprimée, mais marginalisée le dimanche. Si on avait pu la mettre la nuit, je crois qu'on aurait mis la nuit. Finalement, c'est un succès énorme le dimanche aussi. Mais il y a... Oui, parce que là, apparemment, le coup a été raté. Oui, elle s'appelait Par Jupiter à une époque, cette émission. Oui. Et quelque part, ça raconte un peu le fonctionnement de la Ve République, cette tentation du contrôle des médias, et notamment des médias publics. Alors voilà, en tout cas pour le pouvoir politique, le pouvoir économique maintenant. Alors, on parle beaucoup effectivement de l'influence des financeurs, des investisseurs sur les contenus de presse. Le nom de Bolloré ne peut pas être évité. Je vais citer, regardez, j'ai un autre livre, Ponte les libres contre Bolloré. Alors là, c'est Julia Cagé qui a écrit cela il y a quelque temps. Julia Cagé, elle n'est pas historienne de la formation du journalisme, elle est économiste. Et ça fait tout l'intérêt d'avoir le point de vue d'un économiste, d'une économiste. Elle écrit le système Bolloré. C'est la logique d'un empire médiatique mise au service d'une pensée qui trouvera facilement d'autres pantins pour la représenter. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que et je voudrais que vous disiez un mot aussi de ce qu'on appelle la tentative aujourd'hui de droitisation de la presse. Je pense bien sûr au cas journal du dimanche et l'actualité. Oui, alors moi ce que j'avais étudié dans mon livre, dans Jupiter et Mercure, c'était précisément cette tentation de l'utilisation par Emmanuel Macron de l'extrême droite. Et ce qui pour moi traduisait le retour à Jupiter tel qu'il a été conçu au départ. Parce que Jupiter, le mot, est forgé par Jacques Pilan, le communicant de François Mitterrand, pour décrire ce qu'il veut faire de François Mitterrand. C'est-à-dire un monarque au-dessus de la mêlée qui ne descend de l'Olympe qu'à ses conditions lorsqu'il le décide et pour imposer son propre tempo médiatique. Donc il y a ça, mais dans la pratique des médias qui était celle de François Mitterrand, il y a aussi une part d'ombre qui était la triangulation avec l'extrême droite. On a utilisé l'extrême droite, on a utilisé Jean-Marie Le Pen, il y a des courriers tout à fait officiels au début de son premier septennat aux dirigeants de chaînes publiques pour dire il faut inviter Jean-Marie Le Pen. Il représente un courant de pensée tout à fait respectable, alors même que Jean-Marie Le Pen n'avait même pas été candidat en 81, faute d'avoir recueilli les 500 signatures. Et ça n'empêche pas donc François Mitterrand d'estimer et de forcer l'audiovisuel public à faire de Jean-Marie Le Pen un invité récurrent. Donc il devient un personnage médiatique parce que le président l'a voulu. Ça, c'est la part sombre de Jupiter, et c'est avec ça que renoue Emmanuel Macron. Dès 2016, il va par exemple au Puy du Fou voir Philippe de Villiers, et il explique qu'il n'est pas socialiste, qu'il n'est pas de gauche, et il est dans une stratégie de séduction de l'extrême droite politique, mais aussi de l'extrême droite médiatique, puisqu'il est accompagné de journalistes de Valeurs Actuelles, les mêmes qui sont aujourd'hui au JDD, puisque le JDD a repris tous les journalistes de Valeurs Actuelles. Donc il a ensuite reçu Charlotte Dornelas, Geoffroy Lejeune à l'Élysée. Il a eu, par l'intermédiaire de Bruno Roger-Petit, alors c'est vraiment le chaînon manquant entre Mitterrand et Macron du point de vue de l'extrême droitisation, puisque Bruno Roger-Petit, quand il était éditorialiste, rêvait d'un nouveau Jupiter. Et d'ailleurs, on sait qu'il avait pendant la campagne, où il a déjà un rôle de conseiller de l'ombre, une messagerie, enfin un compte Telegram partagé avec les époux Macron, qui s'appelle précisément Jupiter. Et donc il a contribué à cette pratique du pouvoir très distancié, très hiératique, et où on intervient dans les médias à ses propres conditions, on ne cède pas aux sollicitations, on contourne la presse dès qu'on le peut, quelque chose qu'a théorisé très tôt Emmanuel Macron, mais il a contribué aussi à la triangulation, et d'autant plus qu'il connaissait les médias de Bolloré, en tout cas des figures qui sont devenues celles de Bolloré, puisqu'il avait collaboré à la mission de Pascal Praud. Et donc il
connaît Pascal Praud et une partie de l'équipe aujourd'hui de CNews, et il continue à communiquer avec eux, et il a tout fait. Il a d'ailleurs reçu Pascal Praud à l'Élysée, ça avait été révélé par Le Monde. Donc il y a une stratégie de séduction de l'extrême droite qui s'est retournée contre Emmanuel Macron, parce que ce que ni Bruno Roger-Petit ni Emmanuel Macron n'ont compris, c'est que notre monde médiatique aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui des années 80, et que l'extrême droite est beaucoup plus forte, que la concentration, et notamment un épisode comme le Covid, a permis à Vincent Bolloré d'élargir ses positions. Il a racheté les journaux de Bertelsmann, du groupe Prisma, une vingtaine de magazines. Il a racheté surtout progressivement, mais en fait il a la main mise dès l'après-campagne sur Paris Match, sur le JDD et évidemment sur Europe 1, donc ce qui restait du groupe Lagardère, et ce sont des journaux et des titres très importants qui ont permis à Vincent Bolloré de diffuser dans l'espace médiatique pendant la campagne présidentielle ses obsessions, l'immigration, l'identité, l'islam. Mais à travers des journaux qui n'étaient pas au départ des journaux d'extrême droite. Pas du tout. La presse d'extrême droite, elle n'a pas vraiment le vent en poupe. La presse d'extrême droite originelle, je dirais. Oui, c'est exactement ce que racontent les ordonnances de 44. On met fin à tous ces journaux qui ont collaboré avec l'idée que plus jamais ça. Et quelque part, même le refus de la grâce de Brasillac, c'est ça. Alors même qu'il y avait une pétition, c'est-à-dire que le général de Gaulle ne veut pas qu'on renoue avec ça. Et donc cette presse-là disparaît. En réalité, elle disparaît jamais complètement. Minute est resté par exemple un journal très influent, très lu, mais on l'a sorti de l'espace mainstream. C'était des journaux qu'on a tenus à l'écart de ce qui était considéré comme respectable. Il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler sous des noms d'emprunt, par exemple. Donc ils n'ont pas disparu, mais ils sont devenus des figures de l'ombre et tenus à l'espace, à la marge de l'espace médiatique. Et ça, c'est un peu terminé aujourd'hui. Et Vincent Bolloré n'est pas le seul responsable. Quand on regarde l'évolution de Valeurs Actuelles, ça commence dès 2012. Valeurs Actuelles n'était pas un titre d'extrême droite, c'était un titre conservateur. Et Yves de Kerdrel, qui est à l'origine de cette évolution... Il y a un changement de ligne, oui. Oui, il fait ce choix alors que c'est pas lui-même un homme d'extrême droite, mais il fait ce choix parce qu'il sent qu'il y a un air du temps et que multiplier les couvertures sur les Roms, sur les Arabes, sur l'immigration, sur la submersion migratoire, qui recycle l'imaginaire de Renaud Camus. Le Figaro le faisait il y a déjà très longtemps. Figaro Magazine avec Marianne Voilet. Oui. Alors il y avait eu quelques tentations, effectivement, donc c'est quand je vous dis que ça n'a pas tout à fait disparu, et le Figaro, il y a toujours eu cette tentation, même si le Figaro est un journal qui a résisté à ça aussi. Absolument. Pendant l'affaire Dreyfus. Ça ne serait aujourd'hui, il y a une tentation qui est plutôt celle du Figaro Magazine, et ça fait très longtemps qu'il y a deux lignes concurrentes au Figaro sur ces questions-là. J'espère que ces deux lignes, que l'une ne submergera pas l'autre, qu'il n'y aura pas un grand remplacement au Figaro de la ligne traditionnelle par la ligne d'extrême droite. Alors en mars, regardez, j'ai deux titres ici, Le Monde. Vincent Bolloré auditionné sur ce rôle dans le groupe Canal+. Oups là, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que ça passe? Je n'ai que deux titres ici. Évidemment, toute la presse a titré au lendemain de cette audition. Là, j'ai l'Humanité qui le met à sa une. À l'Assemblée, Bolloré joue les saints patrons. Je n'y arriverai pas. Voilà, Bolloré joue les saints patrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été effectivement auditionné. C'est dans le cadre de la TNT, de l'attribution des fréquences TNT. Et en gros, alors il y a deux choses dans ces articles et puis dans cette audition en fait, puisque ces articles rendent compte de l'audition. Il y a deux choses. Il dit que d'abord, il n'a jamais participé au contenu, il n'est jamais intervenu dans le contenu des journaux. Il va même jusqu'à dire, de toute façon, il y en a tellement que je n'aurai pas le temps. Moi, je suis un homme d'affaires, c'est pas mon problème. Et en même temps, il dérape sur cette histoire d'avortement qui avait, alors je ne sais plus quel journal l'avait sorti il y a un peu plus d'un mois, l'avortement qui serait la cause, c'était CNews. Première cause de mortalité. Ouais, première cause de mortalité. C'est l'émission Enquête d'esprit. Et il s'en défend en disant que lui-même a souffert de l'avortement de son épouse. Ouais, je ne sais pas si c'est un dérapage, parce qu'en même temps, il dit que c'est à titre individuel, qu'il regrette d'avoir laissé son épouse avorter et d'avoir été complice de cette décision. Enfin, c'est quand même le patron de Canal+. Oui, bien sûr. Mais il y a eu d'autres moments de flottement quand il dit que quand il ne veut pas de quelque chose, il ne le met pas à l'antenne. Il y a des moments comme ça où sa langue a fourché et où il est sorti du personnage qu'il avait joué déjà lors d'une précédente commission d'enquête au Sénat en 2022, début 2022. Il y avait eu une commission d'enquête sur la concentration dans les médias. Oui. Et tout ça est lié à une autre loi dont on n'a pas parlé, qui est la loi de 1986, qui se voulait l'équivalent pour l'audiovisuel de ce qu'avait été la loi de 1881
1881, un approfondissement, une précision de ce cadre juridique, parce que en 86, on commence à libéraliser ce secteur, et donc aux côtés des chaînes publiques apparaissent des chaînes privées qui relèvent d'un statut assez hybride. Et ça, c'est ce que cache Vincent Bolloré lors de sa dernière audition. C'est-à-dire que ça n'est pas à lui. Il faut quand même le rappeler à tout le monde. Quand il rachète un journal de presse écrite, effectivement, il en devient propriétaire. Après, il y a normalement un respect de l'éthique, de la déontologie, de l'indépendance des rédactions. Bon, ça, il s'en fiche complètement. Mais enfin, au moins, le bien lui appartient. Là, dans le cas de CNews, on lui a concédé gratuitement une fréquence qui appartient à l'État. Et on la concède en toute logique. Quand vous prêtez une voiture ou un vélo à quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il l'abîme. Et vous voulez qu'il vous la rende, qu'il l'utilise en respectant le code de la route et en vous la rendant autant que possible en bon état. Et donc c'est ça, la loi de 86, on a donné il y a des conventions qui sont signées par les propriétaires de ces chaînes privées avec le CSA et désormais donc l'Arcom, et en échange du respect d'obligations qui sont malheureusement assez symboliques, même si c'est un peu plus précis pour CNews. Et le sens de la décision du Conseil d'État tout récemment a été de rappeler à l'Arcom que ces obligations n'étaient pas respectées et que l'Arcom devait jouer son rôle beaucoup plus activement. Et ce qui est problématique dans le cas de Vincent Bolloré, c'est que on lui a donné donc plusieurs. En fait, si on remonte à l'origine de la TNT, il a eu un canal tout de suite qui s'appelait Direct 8, donc le 8e canal de la TNT, et il l'a utilisé de manière assez expérimentale et un peu artisanale dans un premier temps, mais ça fonctionne. Il ajoute une autre chaîne qui deviendra donc Direct Star, et ces deux chaînes, il va les concéder à Canal+ au début des années 2010 et 2012 contre une plus-value énorme de 400 millions, je crois. Et cet argent lui permettra après de racheter Canal+. Donc là, il y a une complicité de la puissance publique. On donne gratuitement des fréquences à un industriel qui ensuite en tire une plus-value considérable qui lui permet de racheter un groupe de médias beaucoup plus important quelques années plus tard. Donc l'empire médiatique que Vincent Bolloré a construit dans l'audiovisuel, nous en sommes responsables collectivement parce que nous avons laissé abuser d'un système qui théoriquement oblige au respect d'un certain nombre d'obligations. Et aujourd'hui, il a tellement l'habitude qu'on le laisse faire à peu près ce qu'il veut, qu'il continue et qu'il vient devant la représentation nationale, au Sénat en 2022 ou aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec un mépris avéré. C'est-à-dire que tout est de l'ordre de l'ironie, de l'antiphrase. Il prend vraiment ses interlocuteurs pour des imbéciles. Il joue au rôle de retraité paisible qui ne sait même pas qui intervient sur son groupe, qui est Stéphane Guy, dit-il par exemple, alors que vous savez très bien que c'est parce qu'il avait soutenu Sébastien Toen que Stéphane Guy a été renvoyé, comme tous ceux qui, à CNews, au sein du groupe Canal, avaient soutenu cet humoriste. On sait bien que partout où il passe, il se débarrasse de l'investigation, il se débarrasse de l'humour, il se débarrasse de l'information, de reportage, pour n'avoir que des médias d'opinion, alors qu'il est censé faire une chaîne d'information sur CNews, et des médias d'opinion au service d'une ligne d'extrême droite qui bafoue tous les principes de la loi de 86, comme du reste de la loi de 81. Évidemment, il le nie. Maintenant, en fait, il dit je suis là pour astiller des idées d'extrême droite. Ça n'est pas vrai. Alors, ce qu'il a reconnu là par rapport à 2022, je trouve, c'est que maintenant son groupe est très étendu. Il dit c'est le premier groupe audiovisuel en Europe. Donc il assume, alors qu'il y a encore quelques années, il disait on est un tout petit groupe, on n'est rien du tout. Ça, il ne le dit plus maintenant. Par contre, il ne peut pas avouer, parce que c'est pas possible, c'est pas compatible avec la loi de 86, le fait qu'il a un projet idéologique assumé. R100, quand il était candidat pour des fréquences comme cela, il avait une audition à ce moment-là devant les responsables politiques pour dire je ne ferai pas à la télévision ce que je fais dans mes journaux de presse écrite. Je reconnais que dans mes journaux de presse écrite, il y a une ligne, que j'ai des idées, que j'appartiens à la droite, voilà, je souhaite la victoire de la droite, mais je ne ferai pas ça si on me donne une chaîne de télévision. Et ça veut dire que l'époque R100 n'est pas comparable à l'époque Bolloré. Et du reste, on le voit dans l'attitude du pouvoir politique. À l'époque d'R100, on met des garde-fous. Oui, et c'est du reste, la loi de 86, c'est une loi Léotard, c'est la droite, c'est le même camp qu'R100. Mais on a conscience qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi sur des canaux qui appartiennent à l'État. Aujourd'hui, vous avez une proposition de loi au Sénat, qui vient des Républicains, qui vise à réformer la loi de 86 pour la vider de sa substance. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus aucune obligation, ça serait la liberté totale. Donc c'est vraiment... moi, ce qui m'alerte dans la période que nous vivons, c'est la façon dont une grande partie, et y compris de la Macronie désormais, est prête à tout laisser faire à Vincent Bolloré. Et ça, on ne l'a jamais vécu dans la période récente. Je crois qu'on ne l'a jamais vécu tout court. C'est-à-dire, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, Jupiter, c'est Bolloré.
C'est-à-dire que le pouvoir d'Emmanuel Macron décline et le sien n'a jamais été aussi fort. Là où passe Bolloré, la presse trépasse. C'est Christophe Deloire qui le dit. C'est Christophe Deloire qui le disait et je partage tout à fait son avis. Alors justement, on parlait de l'Arcom tout à l'heure. Le Conseil d'État a pris une décision il y a quelques semaines en invitant. Alors c'est à la demande de RSF. Comment résumer cela? RSF s'était retourné contre l'Arcom et c'est comme ça que le Conseil d'État est intervenu et a pris une décision en faveur de RSF pour demander à la presse, aux chaînes, et CNews est le premier visé, à respecter davantage le pluralisme. On pense au temps de parole, on pense à intégrer le temps des chroniqueurs dans ce temps de parole. Bon, ça inquiète beaucoup de monde. Évidemment, on voit de quel côté. Elisabeth Lévy a répondu dans un très long article, une interview de Delphine Ernotte dans Causeur. Elisabeth Lévy qui intervient aussi sur CNews. Bien sûr. Elle parle de gendarme de l'information, de gendarme des médias, de gendarme de la pensée. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Conseil d'État? Alors, je comprends qu'il y a des inquiétudes et j'en ai aussi. C'est légitime de se poser. Ça pose question, oui. Voilà, parce que le Conseil d'État se positionne sur des principes et à juste titre, il constate que l'Arcom ne joue pas suffisamment son rôle, notamment du point de vue de l'indépendance de la rédaction et de l'indépendance de l'information de manière générale et du pluralisme, cette question centrale du pluralisme, et que le choix de ne comptabiliser que la parole des dirigeants politiques est insuffisant. Par exemple, quelqu'un comme Philippe de Villiers, jusqu'à cette décision du Conseil d'État, n'était pas comptabilisé comme politique sur CNews. Donc, il avait une émission hebdomadaire. Donc, ça devenait tellement absurde, et même le CSA à l'époque s'était contredit pour Zemmour. En janvier 2021, Roch-Olivier Metz, président du CSA, désormais de l'Arcom, disait dans le Figaro, le CSA n'est pas le tribunal de l'opinion, donc on ne comptabilisera jamais la parole des éditorialistes, à propos évidemment de Zemmour. Et quelques mois plus tard, en septembre de la même année, le CSA décide de comptabiliser la parole de Zemmour. Donc ça veut dire que le CSA ne savait pas trop comment se situer face à des figures un peu hybrides qui se servent de la presse pour mener un combat politique. Et le Conseil d'État rappelle ce principe de la nécessité d'avoir un pluralisme qui s'étend au-delà des personnalités politiques en action. Pour autant, ça pose des questions. Moi, je suis contre le fait, par exemple, de comptabiliser les journalistes. Et je dis ça alors que je sais très bien comment c'est utilisé sur CNews, où il n'y a que des journalistes d'extrême droite. Mais je pense que la carte de presse doit protéger. Les journalistes ont toute légitimité à intervenir dans les médias, c'est leur métier. C'est pas le moment de remettre la carte de presse en cause. Non, et justement, mais c'est peut-être l'importance de cette période, c'est de rappeler ce qu'est la carte de presse. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne... 1935, rappelons-le. Oui, et c'est un de ces acquis de cette période de la Troisième République dont je parlais tout à l'heure. Et dans les médias audiovisuels, et pas simplement sur CNews, aujourd'hui, tout le monde s'auto-qualifie d'éditorialiste. On a des plateaux d'éditorialistes. Et en fait, là-dedans, les gens qui ont une carte de presse sont très minoritaires. Vous avez des universitaires, vous avez des artistes, vous avez des sportifs, n'importe qui devient éditorialiste. Moi, je crois que cette décision du Conseil d'État peut être un moyen de clarifier le statut, de dire d'où on parle. Julia Cagé, que vous évoquiez tout à l'heure, elle proposait dans une tribune au Monde des indicateurs assez clairs d'un engagement politique éventuel. Certains think tanks dont on sait qu'ils sont proches de partis politiques, des figures, y compris ça peut s'appliquer aux universitaires, et je pense qu'elle se l'appliquerait à elle-même. C'est-à-dire si on a mené un combat politique, si on a été dans des meetings d'une période électorale, si on a signé des pétitions en faveur de telle ou telle personnalité politique, ce sont des indices objectifs, non pas d'une censure, il ne s'agit pas de censurer, mais de réguler et d'inviter chacun à davantage de clarté et de transparence. Donc moi, je crois que c'est un objectif sain. Simplement, là où je peux comprendre, y compris Elisabeth Lévy, c'est que ça ne doit pas mener à un fichage des interventions et surtout pas des journalistes. Mais pour ce qui est d'Elisabeth Lévy et du discours qui est tenu en ce moment sur CNews, qui est un discours indigne, qui est d'expliquer qu'il n'y aurait plus de liberté de la presse en France, il faut rappeler que l'extrême droite fait ça tout le temps, lorsqu'elle est aux portes du pouvoir, et on l'a vécu juste avant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une ultime tentative de la Troisième République, qu'on appelait le décret Marchandeau, de lutter contre la prolifération de journaux antisémites qui souvent étaient financés par l'Allemagne. Et ce décret Marchandeau déchaîne dans la presse antisémite de l'époque, notamment dans Je suis partout, des déclarations tout à fait similaires à celles qu'on entend aujourd'hui sur CNews. Il n'y a plus de liberté de la presse, nous sommes les derniers garants de cette liberté, ils vont tout supprimer. Donc une obsession de la censure, et eux-mêmes seraient le seul rempart contre la censure. Et ces gens-là, l'année d'après, lorsque l'Allemagne gagne la guerre,
et que eux restent les journaux autorisés, évidemment, bien eh bien, il n'y a plus de liberté d'expression du tout. Et ça, c'est typique de l'extrême droite. C'est-à-dire que quand ils sont en porte du pouvoir, ils prétendent que la censure est partout, et le jour où ils y arrivent pour de bon, alors on comprend ce qu'est réellement la censure. Ne commettons pas l'erreur qui avait été commise à l'époque, qui était de croire aux discours tenus par ces gens-là. Dernière question, Alexis Lévrier. Les États généraux de la presse sont en train d'arriver vers leur fin. Ça va, ils vont conclure cet été. Ils ont été voulus par le président Macron. Alors, déjà, est-ce que c'est normal? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais qu'en pensez-vous? Et surtout, qu'attendez-vous de ces États généraux? Alors, je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils aient lieu et qu'Emmanuel Macron ait eu ça dans son programme. C'était presque la seule disposition qui concernait la presse, dans la mesure où il s'agit d'États généraux indépendants. Il ne s'agit pas du tout pour le pouvoir politique de les maîtriser. De les maîtriser. Et le choix de Christophe Deloire comme secrétaire général, je crois que c'est son rôle. Oui, c'est ça. Et je trouve extrêmement rassurant de ce point de vue, parce que RSF est totalement indépendant et ne ménage pas du tout le pouvoir politique actuel. Quand on regarde, moi je suis pas du tout dedans, mais quand je regarde les intervenants, ceux qui sont dans les commissions, c'est assez rassurant. Après, autour de Christophe Deloire, il y a des gens qui sont plus proches du pouvoir. Donc, moi, ce qui m'inquiète, je trouve très bien que c'est... Vous parlez du comité de direction, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, il y a des gens qui... Bon, on va pas aller dans les détails, mais tout le monde n'est pas aussi indépendant que Christophe Deloire, à mon avis, là-dedans. Après, dans les commissions, notamment pour travailler sur la concentration, il y a des gens de valeur et dont l'intégrité ne saurait être mise en cause. Je suis sûr qu'ils vont faire des propositions intéressantes. Après, quelle sera la traduction? Et c'est là que se pose la vraie question. Parce que ça sera au pouvoir politique de reprendre ou non les travaux des EGI, des États généraux de l'information. Par ailleurs, on voit bien, mais quelque part ça participe d'un enthousiasme assez général. Les médias indépendants ont estimé qu'ils n'étaient pas assez pris en compte. Et d'ailleurs, d'une manière générale, les journalistes ont estimé qu'ils n'étaient pas assez pris en compte. Et ça a donné naissance aux États généraux de la presse indépendante, organisés par le Fonds pour une presse libre. Et donc, alors Christophe Deloire leur a dit, mais venez avec nous, vous êtes considérés comme une partie intégrante des EGI, mais le fait qu'ils aient eu le besoin de faire leurs propres états généraux prouve qu'il y a toujours un soupçon vis-à-vis du pouvoir politique, mais qui est dû à notre histoire dont je parlais tout à l'heure. Moi, je crois que ces EGI vont travailler sereinement et de manière indépendante. Ils pourraient sortir un travail commun au bout du compte, enfin qu'on pourrait... J'en suis sûr, oui, il y aura des propositions. Oui, il y aura des propositions intéressantes, et notamment ils ont annoncé qu'ils allaient réfléchir justement pour aider l'ARCOM à mettre en place. L'ARCOM a 6 mois pour mettre en place les outils demandés par le Conseil d'État pour prendre en compte le pluralisme. Et les EGI rendent leurs travaux en juin. Donc, je pense que ça va être précisément un des enjeux. Comment aider l'ARCOM à comptabiliser d'une manière qui respecte la liberté de l'information, tout en introduisant davantage de régulation, la parole de tous les invités sur les chaînes de publiques et privées. Donc voilà, ça va être des pistes de réflexion intéressantes pour améliorer la loi de 86, notamment pour ce qui concerne la concentration des médias. Il faut bien comprendre qu'on ne souffre pas d'un excès de régulation, comme veulent nous le faire croire CNews et les médias de Bolloré. On souffre en France d'une absence de régulation. C'est-à-dire que notre loi date de 86 sur la concentration comme sur la TNT, et c'est totalement obsolète. On voit bien que les seules limites à l'expansion de l'empire Bolloré ne sont pas venues de France, elles sont venues d'Europe. Bolloré a été obligé de vendre Editis pour acheter Hachette, le numéro 2 pour acheter le numéro 1 de l'édition. Il a été obligé de vendre Gala pour acheter Paris Match, parce que l'Europe a considéré... Mais oui, et c'est contre les systèmes français. C'est-à-dire que je vous parlais de cette ambiguïté et cette hypocrisie. Paris Match est considéré en France comme un hebdomadaire d'information politique et générale. Donc quand Closer a perdu l'aide postale, Paris Match l'a gardé, alors que tout le monde sait bien que Paris Match est un titre people, mais à la française, au service du pouvoir. Et il a été créé pour ça, d'ailleurs. Il a servi à cela dès les années 50. Et donc, l'Europe a considéré, elle a regardé tout simplement les unes, les rubriques, le contenu sur une période donnée, et ils sont arrivés à la conclusion qui est très juste, que les journaux qu'allait posséder Bolloré via Prisma et Lagardère, donc Voici, Gala et Paris Match, étaient bien des journaux people, et qu'il y avait donc un risque de monopole sur la presse people, et ils ont obligé Bolloré à vendre Gala. Donc les seules limites à l'expansion de l'empire Bolloré sont venues de la Commission européenne, et pas du tout de France. Ça prouve bien à quel point nos outils sont obsolètes. Les EGI feront des propositions. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que va en faire Emmanuel Macron? C'est ça la question.
Très bien, merci. Peut-être nous sommes trop longs, mais ça ne fait rien. Il s'inspire de qui, Bolloré? C'est de quel un grand patron de presse? Vous le rapprocheriez de qui? Alors moi, je le rapproche de François Coty dans l'entre-deux-guerres, qui s'est servi aussi d'une crise, qui est la fin de la Première Guerre mondiale, l'affaiblissement des journaux de l'époque, pour acheter le Figaro, le Gaulois, se servir de marques médiatiques reconnues, qui n'étaient pas d'extrême droite, et en faire des outils au service de son combat, qui était un combat, lui, en faveur des idées fascistes. La nuance, la différence, parce qu'il meurt ruiné en 1934, en ayant perdu une partie de cet empire, parce que ça s'est vu, c'était trop perceptible qu'il changeait l'identité éditoriale de ses titres, et en plus, lui voulait mener un combat pour lui-même. Il voulait réussir, il voulait être candidat, il l'a été du reste, et il signait des éditoriaux, ce que ne fait jamais Bolloré. Donc Bolloré, son modèle assumé, je pense, même s'il n'a pas prononcé le mot lors de l'audition, c'est Murdoch. Il veut être un Murdoch français. C'est clairement ça qu'il veut faire, et pas un Berlusconi, parce que Berlusconi, justement, lui aussi a mené une campagne, enfin une carrière politique. Murdoch, il a gagné plein d'élections auxquelles il ne s'est jamais présenté. Et Bolloré, c'est ça. Son but, c'est de gagner des élections sans jamais être candidat lui-même. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas un homme de presse, et on constate en ce moment qu'il commet des erreurs. Je parlais de Paris Match, il s'apprête à le vendre à Bernard Arnault. Ça, c'est une erreur gravissime quand on veut conquérir le pouvoir. Murdoch, il vient d'un groupe de presse, c'est pas le cas de Bolloré, ça le conduit à un certain nombre d'erreurs aujourd'hui. Eh ben, ce sera la conclusion. Merci Alexis Lévrier, merci.